Bonjour et bienvenue dans cet épisode de La Robe Numérique qui va être très particulier puisque j'ai le plaisir de recevoir Marc-Antoine Ledieu qui est avocat et RSSI. On peut aussi rajouter fan de BD. Alors, pour cet épisode, je vous propose qu'on parle, une fois n'est pas coutume, de droit et de tech. On va parler des leaks et de la journalisation. Aujourd'hui, on vous présentera pas de solution, on va simplement vous aider à paramétrer les vôtres pour être dans le cadre réglementaire, essayer de faire ce qu'il faut pour protéger votre entreprise, autant des risques techniques que des risques juridiques. Bonjour Marc-Antoine. Et bonjour Yana. Merci beaucoup d'être au micro de La Robe Numérique. Avec grand plaisir. Alors, on y va tout de suite sans grand préliminaire. Qu'est-ce qu'un leaks ? Alors un leak, en fait, on n'a bien sûr pas de définition légale puisqu'on est dans cet environnement du web et même des réseaux de communication comme le réseau Tor par exemple, sur lequel on trouve plein de ressources au sens ressources web. Un leak, c'est une fuite de données, c'est une violation de données à caractère personnel. Parfois, pas toujours. Ça peut être des tas d'informations en fait qu'un pirate un hacker, on l'appelle comme on veut, enfin un malveillant, va aller récupérer de manière indue dans un système d'information et va mettre à disposition en open source entre guillemets d'un public un peu averti parce qu'il faut quand même savoir où on va trouver les leaks et qu'il le fait pour des tas de raisons. D'abord parce que parfois il a demandé une rançon et qu'il n'a pas obtenu paiement, donc il se venge. Donc il va mettre toutes les informations à donner à caractère personnel à disposition notamment et plein d'informations qui sont couvertes parfois par des secrets aussi, le secret des affaires, le secret professionnel, le secret des correspondances bien sûr. Quand on récupère des tas d'emails, c'est quand même de la violation du secret des correspondances. Et ces braves gens mettent soit les leaks entiers à disposition d'un public un peu averti, ils sont souvent on va les appeler les white hats, enfin en tout cas des professionnels de la sécurité des systèmes d'information qui vont récupérer l'ensemble de ces données afin d'être capables de détecter pour leurs clients à eux légitimes si leur propre système d'information n'a pas été hacké. S'il n'y a pas eu donc d'intrusion, de maintien dans un système de traitement automatisé de données. C'est ça qui est sympa dans notre métier, c'est les termes légaux. Ils sont courts, ils sont compréhensibles. En fait, en clair, vous avez plein de professionnels aujourd'hui qui font de la détection de fuite et qui après préviennent leurs clients de manière à patcher, à améliorer ou à supprimer les vulnérabilités dans les systèmes d'information. Voilà, c'est le problème des leaks. Et aujourd'hui, donc les leaks, moi je suis bien incapable d'aller trouver un leak sur un site en .oignon, qui sont les sites, pas web, mais les sites Tor auxquels on accède par ce système tout à fait particulier. Mais j'ai plein de clients qui font ça dans un but qui est légitime, entre guillemets, qui est celui de je vais aider mes clients avec lesquels j'ai un contrat à détecter pour voir s'ils n'ont pas subi une intrusion dans leur système de traitement automatisé de données. Donc, sur le papier, ça paraît très bien, sauf que juridiquement, ça le fait pas du tout, quoi. Non, alors justement, on va parler de ce problème de juridiquement, ça le fait pas du tout parce qu'on est en dehors du cadre légal qui est aujourd'hui le nôtre sur l'exploitation justement de ces fuites de données. Là, j'imagine que toutes les personnes qui font de l'OSINT et qui nous écoutent se disent, on va peut-être apprendre quelque chose. Est-ce que quelque chose a changé ? Alors rien n'a changé, voilà. Sauf que nul n'est censé ignorer la loi et que je le vois chez beaucoup de professionnels quand je fais des conférences ou des formations, pour eux, comme c'est techniquement possible de récupérer ces leaks, c'est tout à fait légal. Le seul problème, c'est que ça l'est pas du tout. Ça ne l'est pas du tout, et c'est sanctionné pénalement sur des tas de fondements. Alors justement, est-ce que, là je vais m'adresser plutôt ton regard en dehors du cadre légal, ton regard justement sur cette pratique, si on était dans le monde réel, c'est-à-dire que ce n'était pas des données mais bien du matériel, quelque chose de concret, il se passerait quoi finalement ? Il se passerait la même chose, une base de données qu'on récupère dans un leak. Un leak, c'est une base de données. On ne récupère pas une base de données gratuitement parce qu'elle serait accessible comme ça, que ce soit sur du papier ou sur pas de support parce qu'on y accède et qu'on la télécharge et qu'on l'enregistre dans son propre système d'information. Le producteur de la base de données, depuis 1996 quand même, dans l'Union européenne, il a une protection sur le contenu de sa base de données. Et récupérer une base de données papier ou numérique entièrement dématérialisée, ça peut être une atteinte au droit du producteur du contenu de la base de données. C'est pénal. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a
une distorsion entre la volonté un petit peu moralement acceptable de cette volonté d'aller chercher la faille et donc de la corriger et donc de protéger son client ou bien la société, puisque ça peut être plus large. Absolument. Et la protection notamment du producteur, du créateur de cette base. Aujourd'hui, les travaux n'avancent jamais assez vite pour en tout cas les exploitants de ce type d'activité. On voit outre-Atlantique ou bien outre-Manche que ils sont pas tout à fait sur le même système juridique, notamment sur ces aspects, qui va plus vite du coup. On pourrait dire qu'on est en retard juridiquement. En fait, sur le droit des bases de données, on est carrément en avance parce qu'on est la seule zone géographique mondiale, je parle de l'Union européenne, à avoir une protection du contenu des bases de données. C'est un droit qui n'existe pas aux États-Unis, qui n'existe pas au Japon, qui existe en fait nulle part. Donc nous, les Européens, depuis 96, on a cette protection tout à fait particulière sur le droit des bases de données, et c'est un droit qui est juste complètement méconnu, qui donne lieu à des sanctions civiles ou pénales, si on veut aller très loin. Il y a quasiment pas de sanctions pénales à ma connaissance depuis presque 30 ans qu'on a mis en œuvre cette directive base de données. Néanmoins, ça existe, et quand on est chef d'entreprise, qu'on fasse de la sécurité des systèmes d'information, de la détection de vulnérabilité, de malware ou tout ce qu'on veut, mais on est quand même astreint à respecter la loi des Européens. Donc on n'est pas en retard du tout. Les Américains, eux, peuvent pas, pour des tas de raisons, adopter une législation similaire. Ils ont un gros lobbying des bibliothèques, notamment aux États-Unis, qui fait que le droit des bases de données chez eux, c'est zéro. Nous, on a ça, et potentiellement, c'est une sorte de bombe à retardement. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'un jour, il y ait un plaignant qui se lève et qui décide d'aller faire un beau procès pour mettre tout le monde au garde à vous. Sur cet aspect, juste une petite alerte pour les auditeurs. Si vous voulez aller voir des aspects très pratiques sur les bases de données, vous pouvez aller sur le site de l'Agence de protection des programmes. Ils ont beaucoup de ressources sur la protection des bases de données. Si on continue sur cette activité, notamment d'exploitation des failles, et donc d'exploitation des bases de données qui se trouvent dans ces failles, aujourd'hui, ça reste quand même une activité à part entière qui est aussi là pour essayer de protéger la société. En tout cas, il y a des acteurs qui souhaiteraient mettre en avant leur activité pour dire on essaye de protéger la société et on essaye de protéger les sociétés pour les alerter. Ça reste couvert pénalement, ça reste en tout cas pénalement répréhensible, civilement répréhensible. Donc attention, aujourd'hui, vous ne pouvez pas exploiter, et c'est ce qu'il faut retenir de tes propos, on ne peut pas exploiter. Donc attention. Ça me vient maintenant un peu le deuxième sujet qu'on va aborder plus en profondeur, qui est la journalisation. Je vais me mettre pour cet épisode dans la peau du DSI, en tout cas dans la peau des questions que des dirigeants ou des personnes qui au quotidien implémentent ou veulent mettre en œuvre des solutions de journalisation. Et je vais te poser du coup ces questions que mes clients me posent également. Je vais te les poser et ce sera sympa si tu peux nous répondre. On va essayer. Donc la première, c'est évidemment pourquoi je dois journaliser. Alors d'abord parce que on faut partir de l'article 32 du RGPD qui dit qu'on doit faire de la sécurité pour son système d'information lorsqu'on traite des données à caractère personnel. Et lorsqu'on est une entreprise et qu'on a des collaborateurs salariés par exemple, eh bien on se doit de vérifier qui accède à quel type d'information et quand. Ça, c'est la première partie de la journalisation. C'est donc on va collecter les fichiers log. Et le fichier log, c'est simplement qui s'est connecté à quel système d'information avec son mot de passe et son login et son password. Les fameuses credentials. Donc ça déjà, aujourd'hui, la CNIL, qui est très en avance sur beaucoup d'autorités de contrôle européennes, a dit que si on est un bon professionnel, qu'on veut être à l'état de l'art, donc qu'on veut pas se faire condamner pour négligence, eh bien, depuis le mois d'octobre 2021, donc c'est assez récent, il faut mettre en place des dispositifs de journalisation. Alors, dispositif, déjà, ça veut dire matériel et ou logiciel. Bon, matériel, c'est facile, c'est des serveurs dans lesquels on va installer des logiciels qui vont permettre d'enregistrer dans un journal, voilà, on a appelé ça un journal, l'ensemble des connexions des salariés dans le système d'information de l'entreprise. Et le simple fait d'être capable de dire que tel salarié, dont on a par ailleurs, quand on est l'employeur, des données à caractère personnel, eh bien c'est déjà un traitement de données à caractère personnel en soi. Donc, il y a deux parties. Il y a qui s'est logué, qui s'est connecté à un système d'information et quand. Ça va être la collecte des logs, de la collection pure et dure. Et ensuite, il y a obligation d'enregistrer ce qu'on appelle des traces,
C'est en fait les actions, c'est écrit comme ça dans la délibération CNIL. Les actions, c'est à quel type de données à caractère personnel j'ai accédé et qu'est-ce que j'y ai fait. Voilà. On rappelle à toute fin utile d'ailleurs que l'adresse IP est une donnée à caractère personnel. Absolument. Même si c'est l'adresse IP qui est celle de votre système d'information et que c'est l'ordinateur de votre collaborateur que vous lui avez donné parce que vous êtes un patron super sympa. C'est quand même une donnée à caractère personnel. Que ce soit l'adresse IP dynamique ou que ce soit l'adresse IP fixe ou statique, évidemment, l'adresse dynamique quand on va se réfugier derrière un NAT, donc derrière une box, pour le dire clairement. Alors, combien de temps je vais pouvoir le garder ? Alors là, dans la délibération CNIL, en fait, il y a une option. Soit on a de la donnée à caractère personnel, je dirais classique, pour savoir quel salarié a accédé à quoi et quand. Là, la délibération CNIL nous dit entre 6 mois et 1 an. Donc on va tous dire 1 an, directement. Et surtout, la finalité de ce traitement spécifique de données à caractère personnel, c'est uniquement la sécurité du système d'information de l'entreprise. En clair, qu'est-ce qu'on veut dire par là ? C'est que moi, entreprise, je veux pouvoir déterminer si j'ai un salarié, par exemple, qui a outrepassé ses fonctions, ok, et qui aurait été causé un dommage en interne. On est bien en sécurité, là, on n'est pas en détection du contrat de travail, je sais pas quoi. Ça, c'est pas mon métier. Et surtout, c'est pour détecter des éventuelles usurpations d'identité ou les accès frauduleux dans le système d'information. Si on enregistre les logs et les actions, eh bien, le jour où une connexion indue est faite au système d'information, eh bien, le fichier log, lui, j'allais dire bête et con, il enregistre tous les accès et toutes les actions dont on est en mesure ensuite de déterminer si quelqu'un qu'on ne connaît pas a usurpé ou est rentré via des tas de vulnérabilités, est rentré dans le système d'information de l'entreprise pour faire quoi. Donc on a des traces et c'est ça qu'on va être capable d'exploiter derrière pour faire de la réponse à un incident de sécurité par exemple. À ce titre, en gros, on peut comparer cette journalisation à un petit pousset qui laisse une trace. Absolument. Et donc, quand les DSI, les RSSI viennent vous demander un logiciel de journalisation, merci de ne pas les renvoyer dans les 22 parce que c'est donc une obligation légale et ça permet de tracer. Et par exemple, le collaborateur qui dormait à 3 heures du matin, mais sa machine s'est connectée, eh bien, on peut savoir du coup qu'il y a eu un problème. Idem pour les connexions pendant les vacances, alors que votre collaborateur est censé ne pas être présent au sein de l'entreprise ou ne pas se connecter. Là aussi, vous avez un système qui permet d'avoir des alertes et donc qui permet au DSI, à l'infogérant, au RSSI de prendre les mesures appropriées et donc d'être alerté sur un comportement qui ne va pas nécessairement alerter le flux de données puisque ça rentre, ça sort, votre firewall va laisser passer, mais en revanche, vous aurez une analyse qui permettra de détecter qu'il y a une anomalie dans le comportement, et c'est bien ça qu'on va chercher. Parce qu'il faut pas se leurrer. Ce ne sont pas des petits malins qui vont essayer de tout bloquer et donc arriver avec des gros sabots. Ils vont faire ça petit à petit, et donc passer à 3 heures du matin quand personne ne voit, et puis je dirais en dehors de tout système, toute activité, ça permet d'avoir plus de bande passante sur les serveurs. Ça permet quand même pas mal de choses qu'on fait de manière cachée. Donc voilà, ne dites pas non à un système de journalisation. Et c'est d'autant plus intéressant que ça permet aussi de détecter les tentatives d'intrusion qui ne seraient pas réussies. Donc ça permet de collecter évidemment un certain nombre de traces, là aussi. C'est d'où viendrait la tentative de connexion, combien il y en a eu, pourquoi, comment. Donc ça permet de se prémunir aussi d'éventuelles actions malveillantes contre le système d'information de l'entreprise. Alors là, on va dépasser un tout petit peu de journalisation, mais j'aimerais juste souligner quelque chose sur les tentatives. Dans les contrats, lorsque vous voyez des articles qui disent qu'on doit vous signaler toute tentative, ou on essaye de vous soumettre à toute tentative de connexion malveillant au système d'information de votre client, évidemment, que vous annoncez protégé, je vous en supplie, n'acceptez pas ça parce que c'est impossible. Voilà, ça effectivement, on en a parlé juste avant d'enregistrer. J'ai eu le cas il y a 3-4 ans d'une grande entreprise du CAC 40 en France avec une juriste qui me demandait contractuellement de lui notifier en lettre recommandée l'ensemble des tentatives d'intrusion dans mon système d'information. Moi, je défendais un prestataire sous-traitant pour cette très grande entreprise. Et là, j'ai regardé donc cette juriste qui connaissait absolument rien, un peu prétentieuse, mais qui connaissait absolument rien à la sécurité des systèmes d'information. Et je lui ai dit, mais madame, bien sûr, si nous signons ça, nous allons embaucher donc 2 personnes à temps plein pour vous envoyer une centaine de lettres recommandées par jour. Bien sûr, nous mettrons l'ensemble de ces
les frais et charges, notamment salariales, à la charge de votre entreprise. Elle l'a très très mal pris et nous avons abandonné l'idée même de notifier les tentatives d'intrusion parce que c'est un truc de malade, c'est juste pas possible aujourd'hui. En revanche, les outils aujourd'hui font des analyses, font des rapports qui expliquent ces tentatives d'intrusion, les volumes, etc. Donc ça, par contre, ça peut être intéressant aussi pour connaître et puis pour réagir dans la protection de votre système d'information. Toujours sur la journalisation, on va aussi mettre l'accent, et c'est important, sur la finalité de cette journalisation. Tu l'as évoqué, un peu balayé rapidement, parce qu'effectivement, c'est pas notre cœur d'activité, la protection des collaborateurs sous l'angle droit du travail. Mais en effet, la finalité d'un système de journalisation, c'est la protection du système d'information. C'est pas... Ça n'est pas le flicage en termes de délai. Voilà. Est-ce que je suis arrivé en retard au bureau? Est-ce que je me suis logué à 9h10 au lieu de me loguer à 8h45? Non, ça c'est autre chose. Ça va être de la gestion RH. Et donc, si on utilise les données de journalisation à des fins de, on va le dire en clair, de flicage du salarié, ça c'est pas possible. Donc, pour le dire encore plus loin et pour aller dans le dur du sujet, si vous essayez d'utiliser un fichier log pour licencier un salarié pour faute, ça ne marchera pas. Votre procédure, elle va tomber à l'eau direct. Oui, et attention au retour de bâton du collaborateur qui vous demandera le fichier log en tant que donnée à caractère personnel et qui pourrait vous demander ce contenu d'information. Donc attention au retour de bâton sur ces aspects. Toujours sur la journalisation, aujourd'hui il y a beaucoup d'outils qui existent. Un petit point d'attention, ces données, lorsqu'elles sont exploitées par des sociétés qui sont outre-Atlantique ou hors Europe au sens large, quand il n'y a pas de décision d'adéquation sur cette partie dans l'exploitation des données à caractère personnel, danger, puisque vous pouvez avoir des structures qui vont évidemment faire des analyses en 3/8 avec des structures, enfin des équipes à l'étranger qui permettent ces interventions. Là-dessus, Marc-Antoine, est-ce que tu as un petit retour d'expérience à nous faire sur justement ces contrats autour de la journalisation ? Alors aujourd'hui, ce que moi je vois passer, c'est surtout de l'intra-Union européen. Donc on n'a pas ce problème d'exportation des données. Et pour l'instant, dans ce que je vois, heureusement, il est évident qu'il y a des solutions qui transfèrent des datas aux États-Unis, notamment, et qu'on est toujours, malgré une actualité très récente qui nous dit qu'on va avoir un Privacy Shield V2 qui va nous arriver, donc qui est cet accord qui devrait permettre à nouveau de valider les transferts de données à caractère personnel. Je vais faire une pause et je vais reprendre mon souffle, parce que les expressions sont un peu longues. Entre l'Union européenne et les États-Unis, bon, c'est pas fait. Ça sent déjà le recours devant la Cour de justice de l'Union européenne, toujours par Maximilian Schrems, qui vient déjà d'annoncer là tout récemment sur son site web. Enfin, ça va pas. Donc, dès qu'on va essayer de faire sortir ces datas-là en dehors de l'UE ou d'un pays qui a un niveau d'adéquation similaire, et il y en a quand même 10 dans le monde, donc c'est quand même pas énorme. Une fois qu'on a fait la Corée du Sud, Jersey, Guernesey, l'île de Man, l'Andorre, et je crois que le Liechtenstein n'en fait pas encore partie. Enfin, bon, bref, ça pose un vrai problème. Oui, il y a la Suisse, il y a l'Uruguay, il y a le Canada, bon, il y a quelques pays, mais il y a une dizaine de pays dans le monde. Le reste, là, je viens de traiter un dossier avec des exportations massives et tout à fait légitimes de données sur un pays d'Afrique du Nord, donc qui n'est pas couvert par tous les accords prévus dans l'Union européenne, et il nous reste des clauses contractuelles type. Et les clauses contractuelles type, pour comprendre comment ça marche, déjà, faut se lever de bonne heure. Je fais ce métier depuis un certain temps, et j'avoue qu'on s'y est mis à 3 dans mon cabinet pour arriver à dépatouiller le truc. Et maintenant, on nous demande des mesures complémentaires avec des tableaux, avec des questions. Et j'ai vu mon client à qui j'ai expliqué que c'est maintenant la balle était dans son camp et que c'était à lui d'analyser dans son système juridique national s'il avait bien des mesures qui ceci, qui cela. Bon, alors soit on est un opérateur un peu important, on a des moyens et on peut consacrer du temps à ça, soit aujourd'hui, on a objectivement en termes de sécurité juridique, on n'a plus de moyens d'exporter ce type de données qui peuvent être quand même potentiellement pas vraiment sensibles, mais enfin qui révèlent un certain nombre de choses sur le comportement des users quand ils sont légitimes. Et en plus, il faut mettre en local les mesures de sécurité adaptées
à ce type oui. de données. Oui. Donc il y a couverture du risque juridique et aussi couverture du risque technique. Alors sur la journalisation et les durées, on se disait entre 3 et 12 entre 6 et 12 mois. Pour les traitements les plus courants, sinon il y a un régime dérogatoire. Voilà. Pour les données sensibles, oui, bien sûr, les données hautement personnelles. Alors ça, c'est l'éclat. Depuis que j'ai découvert les traitements de données hautement personnelles, c'est tout ce qui est carte bancaire, gestion bancaire, les données bancaires, les RIB et compagnie. Et il y a aussi une troisième dans le sac, on trouve les suivis à grande échelle, c'est-à-dire tous les traitements de géologues type opérateur télécom, où effectivement, quand on a son smartphone dans la main, faut bien qu'on soit relié à son opérateur de communications électroniques. On appelait ça opérateur télécom. Maintenant, ça fait plus chic de dire opérateur de communications électroniques pour coïncider avec le vocabulaire de l'UE. Bon, là, c'est des traitements de données qui peuvent donner lieu à journalisation, mais là, qui sont vraiment particuliers. On peut conserver ces datas-là pendant 3 ans, sous réserve de faire une analyse d'impact. Enfin là, le régime commence à être vraiment lourd. Donc en fait, au départ, il faut se demander si on fait de la journalisation, je dirais classique, pour voir qui sont les users qui se loguent et qui accèdent à quoi dans le cadre de leur fonction. Pas de problème, détecter des tentatives d'intrusion. Et puis dès qu'on va faire du truc un peu lourd ou un peu sensible, là, le régime, faut commencer à appeler son avocat. Vous appelez tout de suite la robe numérique qui va vous aider à faire votre analyse d'impact. Là, ne négociez pas les honoraires avec votre avocat. Là, c'est pas sympa. Si vous voulez du bon boulot et éviter de prendre des sanctions CNIL. Cet homme est insupportable. Je suis commissionné. N'importe quoi. Le barreau nous écoute. Ah oui, zut. N'appelez pas le bâtonnier. Alors justement, sur un point quand même, la journalisation, c'est pas le traitement de l'incident. Et donc non. Dans les durées, dans la finalité, c'est encore pas la même chose. Et donc là, parce que j'entends souvent les RSSI me dire mais quand même, j'ai le droit de les garder, ça sert à quelque chose. S'il y a un incident et ça n'est pas la même finalité, donc là encore, on travaillerait les durées de conservation en fonction de la finalité. Et donc, on travaillerait sur la gestion de l'incident et la pertinence de la conservation durant la gestion de l'incident, qui est différente de la journalisation au sens strict. Oui, mais enfin, en même temps, faut pas se voiler la face. Si on a un fichier log avec des traces derrière et qu'on identifie qu'il y a eu un attaquant qui a essayé de rentrer ou même qui est rentré dans le système d'information, à partir du moment où on va porter plainte, on va se retrouver avec des datas qu'on va être capable de produire en justice. Donc à ce moment-là, on va changer. On est toujours dans la finalité de la sécurité du système d'information, mais on va se retrouver devant une autre des exceptions, des très nombreuses exceptions du RGPD, qui a été quand même écrit avec les pieds de temps en temps et avec un manque de discernement flagrant. Et à partir du moment où on a des datas et qu'on va porter plainte, on va pouvoir garder quand même ces données, mais ce sera dans une finalité de défense judiciaire. Intérêt légitime. Voilà, les intérêts légitimes. Donc on se retrouve au final quand même un peu sur la même finalité. Oui, mais c'est plus de 13 mois, puisque c'est tout le temps de la procédure. Ah, et donc, voilà, on va, côté durée de conservation, les garder bien plus longtemps. Et c'est toute l'astuce et tout l'intérêt. Et c'est pour ça qu'on se voile pas la face. Et c'est pour ça qu'on a un registre des traitements qui permet de différencier et donc d'avoir des durées de conservation différentes. Absolument. Et qui permet de jouer sur, entre guillemets, ces fondements et donc ces durées de conservation différenciées. C'était ça mon point. Ouais. C'était de se dire qu'on a une plus grande latitude dès qu'on passe sur la gestion d'incidents et donc la protection des intérêts. En fait, la réalité, là où on peut tricher allègrement, que j'espère que la CNIL va se mettre du persil dans les oreilles, c'est pas vraiment de la triche, mais à partir du moment où on a une autorité judiciaire qui est saisie, on remet les fichiers log à l'autorité judiciaire de manière numérique, et si on est tenu à une obligation d'effacer au bout d'un an, nous on les a plus, mais l'autorité judiciaire les conserve. Après, moi je fais assez peu de procédures dans ce cadre-là, donc je sais pas concrètement comment ça se passe, mais on pourrait penser qu'il serait pas illégitime que de son côté l'autorité judiciaire saisie dans le cadre d'un litige en pénal notamment conserve elle de son côté. Ça, j'avoue que je sais pas. Elle va conserver elle de son côté, et au niveau de la protection des intérêts de l'entreprise, elle conservera elle-même ses données pour au civil pouvoir attaquer. C'est ce que je pense aussi. Puisque ce sont deux fondements différents. Absolument. Et aussi, pour un autre aspect, c'est que au civil, quand vous devez attaquer, vous allez faire des constats d'huissier.
Par exemple. Et si vous faites des constats d'huissier pour tracer qui est le méchant qui est rentré chez vous et surtout par quels moyens il est rentré chez vous, c'est très intéressant d'avoir ces logs et c'est très intéressant de pouvoir tracer par où ils sont passés, puisqu'on peut déterminer la responsabilité du tiers ou du co-contractant avec lequel on était sur le fait que c'était une passoire son système d'information. Alors, le tiers, c'est-à-dire l'attaquant, on sait qu'à 99% des cas, on l'identifie jamais. Entre la technique des rebonds, le spoofing, de l'adresse mail et compagnie, on sait que, enfin, tous les trucs numériques, on sait que c'est pas possible. Par contre, le partenaire, oui, le partenaire qui viendra se plaindre qu'on n'a pas été soi-même un bon professionnel, que machin, que truc, là, effectivement, il y a une mise en cause de la responsabilité qui est tout à fait possible. Et il y a 2 impératifs pour ça qui sont dits assez clairement dans la délibération CNIL. C'est 1, le fichier log en lui-même ne doit pas être conservé dans le système d'information. Parce que si vous vous faites attaquer, que vous faites cryptoloquer, votre fichier log, il va disparaître avec tout le reste. Donc, on est censé, alors ça devient compliqué, mais on est censé en fait backuper en externe un peu régulièrement son fichier log, si possible dans un backup qui ne soit pas en liaison constante avec le système d'information. Parce qu'aujourd'hui, ce que font les attaquants, ils commencent par attaquer les backups, qu'ils chiffrent, et ensuite ils attaquent bien sûr le système d'information principal. Ça, donc c'est le premier truc. Un point à regarder sur la partie contractuelle avec votre sous-traitant. Absolument. Et le deuxième point, c'est que dans le fichier log, on n'enregistre pas les données à caractère personnel auxquelles on a accédé ou que l'on a manipulé, dans un sens tout à fait positif du terme. C'est pour ça que dans la délibération CNIL, il est bien dit qu'il faut faire référence à l'opération effectuée sur les données personnelles. Sinon, votre fichier log va devenir plus gros de votre base de données clients, fournisseurs, salariés, prospects et confondus. Voilà. Et donc, il n'y a plus d'intérêt à avoir un fichier log. Donc, techniquement, c'est pas si compliqué que ça. Ce sont un peu des règles de base, de bonne hygiène et de sécurité des systèmes d'information. Dernier point là-dessus, c'est des fichiers log applicatifs et non pas des fichiers log périmétriques. Alors maintenant que j'ai dit ça, moi, fichier log applicatif, j'ai bien compris. J'ai un système, moi, tout à fait particulier de transfert sécurisé de documents où j'ouvre les droits à mes destinataires en upload, en download. Donc tout ça est horodaté. C'est ça un fichier log. OK? Pas périmétrique. Effectivement, les fichiers log périmétriques, moi, j'ai toujours pas compris ce que c'était, mais ça fait très chic à placer dans une conversation. Dans les dîners mondains. Ah, c'est clair. Alors, on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu peux nous dire à quoi tu as envie de dire non aujourd'hui ? J'ai envie de dire aujourd'hui non à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, car j'ai des attaches depuis 20 ans tout à fait particulières et familiales en Ukraine, que c'est un pays magnifique et merveilleux qui sont en train de se faire laminer par des fous furieux commandés par un malade mental. Donc je dis non à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et à quoi as-tu envie de dire oui ? Alors je vais dire oui, ça c'est une passion qui est très personnelle, je vais dire oui à la bande dessinée. La bande dessinée qui me permet d'illustrer mon blog, donc technique et droit du numérique.fr. Non, ne me menace pas, s'il te plaît, avec un objet contondant. Si, je l'ai dit. Voilà, moi je suis passionné de BD depuis très longtemps et j'ai trouvé ce vecteur assez sympa pour faire des présentations sur des sujets hyper techniques comme la journalisation, parce que qui a envie d'aller se documenter sur la journalisation ? Les juristes, ils n'ont pas envie de savoir comment ça marche. Les techs, de voir qu'il y a encore une directive CNIL ou une délibération CNIL, ça fait pas rêver. Je veux dire, c'est quand même super technique. Moi, j'ai fait ça en bande dessinée pendant longtemps et aujourd'hui, je fais ça en vidéo plus BD. Donc, j'explique maintenant mes slides en vidéo plus BD. Voilà, c'est libre d'accès sur ma chaîne YouTube. Je suis devenu YouTuber. J'ai 6 abonnés sur ma chaîne. Je suis trop fier. Et surtout, depuis mon site web Technique et droit du numérique, où on retrouve absolument tous mes contenus. Tout est libre d'accès. En plus de la grande nouveauté, ça, Oriana, je sais même pas si tu es au courant, je viens de lancer avec mes collaboratrices un dictionnaire légal du numérique, puisque moi j'écris surtout des contrats et qu'on a des problèmes de définition légale. Qu'est-ce que c'est qu'un système d'information ? Qu'est-ce que c'est qu'une journalisation ? Qu'est-ce que c'est qu'un malware ? Qu'est-ce que c'est qu'une vulnérabilité ? Eh bien, on vient de compulser un nombre relativement important de codes français et surtout de directives et de règlements européens où on a été compiler toutes les définitions légales qu'on a trouvées, et il y en a à l'appel qui se contredisent, qui sont pas toutes intelligentes. Mais aujourd'hui, dans les négos de contrat, parfois on a besoin d'une base légale, justement pour être capable de dire qu'est-ce que c'est que cette notion d'intérêt légitime, d'un responsable de traitement. Eh bien, aujourd'hui, en libre accès depuis mon blog,
dictionnaire légal. Vous avez tout ça joliment mis en forme avec des liens pour cliquer, pour aller voir si ce que je dis est vrai ou pas. En général, c'est assez vrai quand même. Donc vous l'avez compris, c'est un formidable avocat et je vous recommande aussi de vous jeter sur votre application de podcast pour aller écouter Nos Limites Sécu où Marc-Antoine intervient très régulièrement. Vous apprendrez plein de trucs, il y aura plein de trucs que vous comprendrez pas. C'est mon cas très régulièrement quand je les écoute, mais c'est à écouter sans modération. Et merci en tout cas Marc-Antoine d'être prêté au jeu de la robe numérique et de cet épisode. Avec très grand plaisir.